ne tient pas en place. Apparu à la fin des années 40, le disque vinyle s'est fait avaler par les manches-disques, a virevolté dans les jukebox et a tourné dans les tépases. Un support musical finalement détrôné par le CD, mais toujours précieusement conservé par les puristes et les DJ qui lui ont offert une nouvelle jeunesse en le scratchant et en le mixant. Tout de suite, nous vous dévoilons la face A et la face B de l'histoire de la galette. La préhistoire de la technologie pour certains, un plaisir d'esthète pour d'autres. Aujourd'hui, la petite histoire du micro-sillon. Le disque noir, c'est d'abord une affaire américaine. C'est la firme Columbia qui lance en 1948 le 33 tours, ainsi nommé pour les 33 tours qu'il effectue par minute. Sa naissance est liée à deux innovations techniques. D'une part, le resserrement du sillon qui permet d'enregistrer plus de 20 minutes par face, contre 4 pour le 78 tours. Et d'autre part, l'invention d'une matière révolutionnaire, un dérivé du pétrole, le vinyle. Le marché du disque a vraiment démarré juste après la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'auparavant, donc au moment du conflit, les 78 tours étaient fabriqués à base d'une cire qui venait de Birmanie. Et puis, la Birmanie étant tombée sous la coupe des Japonais, les Américains ont cherché un produit de substitution, ils ont trouvé le vinyle. Et le vinyle, miraculeusement, il avait l'avantage d'être quasiment incassable. Donc ça, c'était un grand progrès par rapport au disque. Cela dit, ça aurait pu couler le marché du disque, dans la mesure où, quand vous achetiez un disque incassable, vous n'aviez plus besoin de le racheter. Puis, c'est la naissance du 45 tours. Présent dans tous les cafés du monde, le jukebox accélère sa diffusion. Le disque est peu cher, facile à manipuler, on peut même l'emporter dans les fêtes. Bref, la jeunesse s'enthousiasme pour ce support. Le vinyle devient ainsi synonyme de culture populaire. Le grand détonateur du marché du disque, c'est le rock'n'roll d'Elvis Presley, et puis Bill Haley, Buddy Holly, et puis après la pop musique des Beatles. En plus, ça coïncidait un petit peu avec l'ouverture du marché de l'argent de poche des jeunes. Ça devenait énorme. Il y avait un marché qui s'ouvrait. Donc, je crois vraiment que c'est se tourner vers le marché des jeunes, de la musique rythmée, qui a donné un grand coup, un grand élan au marché du disque. Et on s'intéresse à la pochette. Le disque devient véritablement une œuvre d'art tant sonore que visuelle. Les Américains comme Robert Crumb ou Andy Warhol signent des pochettes désormais mythiques. Face à la dématérialisation du son, les mordus font de la résistance. Ils restent fidèles au vinyle pour l'objet, mais aussi pour la qualité sonore. Il y a eu une résistance. La première résistance, c'est évidemment donc les collectionneurs, les aficionados du vinyle, qui ont continué à en acheter. Et d'ailleurs, vous voyez, chaque fois qu'il y a une nouveauté importante en disque, le CD est partout, puis il y a un petit tirage limité de quelques 10 000 vinyles. Et puis il y a quand même des professionnels des boîtes de nuit qui se servent du vinyle, peut-être pour avoir un meilleur son, puis surtout pour jongler avec. Donc voilà, ça nous fait deux publics, et ça assure un nombre de vinyles certainement pas énorme par rapport au nombre de CD, mais ça va durer. C'est l'heure de dépoussiérer vos vieux singles. Outre la réédition du vinyle killer, un fourgon équipé d'une aiguille sous les roues et d'une enceinte sur le toit, on peut se rééquiper de véritables platines et retrouver toute la chaleur du vinyle. Et si vous voulez creuser votre connaissance du micro-sillon, retrouvez l'histoire du disque et de l'enregistrement sonore, un ouvrage érudit richement illustré de Daniel Le Sueur aux éditions Carnot.